Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vivent la maternité ou l'accès à la parentalité, pas complètement comme on se l'était imaginé. Moi c'est Anne Fleur, vous le savez, la créatrice du podcast, je vous parle depuis Boston aux États-Unis. Je vous remercie de nous retrouver pour cet épisode un petit peu spécial puisque c'était vraiment notre premier épisode complètement collaboratif. On est une petite dizaine, une bonne dizaine même à avoir participé, à avoir partagé nos expériences pour le service des auditeurs et auditrices. Aujourd'hui on va parler donc des astuces, des stratégies qu'on peut mettre en place, qu'on a mis en place nous personnellement pour vivre les moments qui sont plus difficiles, pour vivre les épreuves qui sont plus compliquées, pour vivre l'attente, pour vivre les parcours PMA ou non d'ailleurs, mais les essais bébés, en fait, les essais bébés qui se déroulent pas complètement comme on se l'était imaginé. Donc j'espère que ces conseils, ces partages d'expériences surtout vous seront utiles. Je vais commencer par me prêter moi-même à l'exercice, n'est-ce pas ? Alors moi je vais être très honnête, quand je me suis lancée dans les essais bébés et dans la PMA, la spiritualité, je n'y connaissais rien. La médecine douce, ça me paraissait un peu bizarre comme truc. Et puis vivant aux États-Unis, j'avoue qu'en fait je ne savais pas forcément auprès de qui me tourner. J'avais un petit peu de mal à savoir si je veux faire par exemple de l'hypnose ou de l'acupuncture. Tout ça c'est très très cher, je savais pas trop forcément à qui aller demander. Ma sœur est ostéopathe et elle me disait que l'ostéopathie était fantastique pour tout ce que je vivais, mais c'est pas une profession qui est très répandue ici. En fait il y a beaucoup d'ostéopathes mais pas des ostéopathes qui manipulent, donc c'était pas vraiment ce que je cherchais. Et par contre en fait du coup j'ai trouvé une psychologue basée en France, à Montpellier d'ailleurs je crois, qui a consulté avec moi en fait via Skype, parce que j'ai beau parler anglais, je crois qu'on rentre pas forcément toujours dans la même nuance, dans le même détail de nos émotions, de nos ressentis quand c'est pas notre langue maternelle. Donc pour moi c'était important que ce soit quelqu'un de francophone et ça m'a énormément aidé en fait à me connaître et c'est marrant parce qu'en fait cet accompagnement m'a beaucoup aidé aussi à connaître mon corps et à comprendre comment mon corps et mon esprit travaillaient ensemble. Ça peut paraître un peu perché ce que je dis, mais voilà, ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris à accueillir les émotions, j'ai appris à savoir les détecter, j'ai appris à comprendre finalement les signaux d'alerte que mon corps m'envoyait. Et voilà, ça m'a énormément aidé. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que je crois que moi, une des erreurs que j'ai faites dans les moments où c'était vraiment difficile, c'est que je me concentrais justement sur le résultat attendu qui n'arrivait pas. Donc un plus sur mon test de grossesse ou voilà, le simple fait de pouvoir dire que j'attendais un bébé. En fait, dans ces moments-là, ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'était de penser, on n'est pas zéro en fait. On passe pas de 0 à 1 quand on est enceinte. On n'est pas rien en fait avant de chercher à faire ces essais bébés. Soit on est 1 si c'est un projet solo, soit on est 2 si c'est un projet en couple, soit des fois même on est 3 avec, je sais pas, une situation différente avec un donneur ou avec une mère porteuse. On n'est pas zéro, on n'est pas rien. Et voilà, moi ça m'a beaucoup aidé en fait de repenser ça, de me remémorer tout ça. C'est que moi j'étais bien accompagnée, j'étais avec mon mari. Moi, je suis une grande bavarde, lui non. Donc, ça n'a pas toujours été facile de mettre les mots sur ce qu'on vivait. On n'était pas toujours synchrone. Moi, je voulais parler, lui non. Et les jours où lui voulait parler, moi, pas forcément. Donc, ça, je suis sûre que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront là-dedans. Mais donc, ça n'a pas toujours été évident. Mais voilà, me souvenir en fait que non, on n'est pas zéro. On cherche pas à devenir quelque chose qu'on n'est pas. On est déjà une famille. Et c'est quelque chose qu'il me disait souvent. C'est vrai que à 2, on est déjà une famille. On n'est pas la famille dont on rêve encore, mais on est déjà une famille. Voilà. Et puis, comme je le disais, donc voilà, les médecines douces, moi, c'était pas forcément trop mon truc. Mais ce que j'ai mis en place, par contre, pendant ces années d'essai, ça a été prendre soin de mon corps. Parce que finalement, je demandais un grand effort à mon corps. C'était de se prendre des médicaments, c'était de communiquer avec moi pour que je comprenne ce qui se passait, d'ovuler, parce que voilà, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, c'est pas quelque chose qui est forcément automatique chez moi. Et donc voilà, je sais pas, je me suis remise au tennis à fond. J'avais des moments seuls où je me donnais à fond, sans forcément faire des sports de malade. Et puis des moments aussi en couple, mais où en fait, je célébrais en fait mon corps. Ouais, c'est ça, je crois que je célébrais mon corps. Voilà, parce que finalement, c'est quand même mon corps qui a fait
une grosse partie du taf quand même. Donc voilà, je vous propose d'écouter la suite des témoignages des auditrices qui ont bien voulu partager leurs stratégies et leurs astuces. J'espère que cet épisode vous plaira. Et puis si vous voulez en discuter avec nous, partagez vos astuces, vos ressentis, rendez-vous sur Instagram, retrouvez la vignette de l'épisode et puis parlons-en. Bonjour, je m'appelle Laurie, j'ai 35 ans. Avec mon mari, ça va faire maintenant 6 ans que nous essayons d'avoir un enfant et 5 ans que nous sommes en PMA. Mon mari a quelques soucis au niveau de sa fertilité, mais rien de méchant. Et moi, j'ai une réserve ovarienne un peu diminuée, pareil, rien de grave, mais bon, qui empêche des fois certaines choses au niveau des stimulations. Et j'avais, quand on a débuté le parcours PMA, un gros fibrome utérin qu'on m'a enlevé avant de débuter les FIV. Donc on a été orienté en FIV-ICSI. En 5 ans, on a fait donc les 4 tentatives de FIV. On a quand même pris le temps entre chaque tentative parce qu'on a eu plusieurs transferts, mais on s'est volontairement donné du temps parce que c'était important aussi de ne pas avoir notre vie que rythmée par la PMA pour mon mari et moi. En 4 ans, étant donné qu'on a eu chaque fois des transferts avec des embryons de bonne qualité, ma gynéco nous a, dès la FIV2, elle a débuté des examens complémentaires, un bon nombre d'examens qui n'ont malheureusement rien révélé. Et du coup, je suis passée en tout 10 fois au bloc opératoire entre les examens, opérations, biopsie, stéroscopie. Voilà. Donc c'est vrai que notre vie, quand même, si on ne mettait pas un peu un frein par moment, aurait pu ne faire que tourner autour de la PMA, ce qui a été le cas au tout début du parcours, parce que comme tout couple, naïvement, on s'est jeté à corps perdu dedans et en se disant ça a marché du premier coup. Et puis on s'est rendu compte très rapidement qu'il fallait un peu lever le pied parce que sinon notre couple en prendrait un coup. Chaque échec a été chaque fois très compliqué à gérer. Et du coup, c'est vrai que dès le début, on s'est rendu compte qu'une des choses qui nous faisait du bien à tous les deux avec mon mari, c'était de partir en vacances ou de s'octroyer des week-ends, 4-5 jours quelque part. Et du coup, c'est vrai que dès qu'on avait un échec, ça en devenait vital de changer d'air, de changer de lieu, de pouvoir vite bouger. Donc c'est vrai que les voyages, les vacances ont été pour nous chaque fois très salvateurs pour tenir bon. Au cours du parcours PMA, moi j'ai découvert aussi beaucoup de choses sur moi-même, puisque il y a un parcours PMA émotionnellement nous touche au plus profond de nous-mêmes et nous amène à nous redécouvrir, je pense. Il y a eu des moments compliqués où je suis tombée très bas et puis j'ai vite vu que, mine de rien, penser positif amenait quand même à du positif. Après, c'est à chacun de le voir. Donc je conseillerais vraiment aux personnes qui sont dans ce parcours, qui le débutent, d'essayer de profiter aussi de tout ce qui nous entoure. Et de tous ces petits moments que des fois, qui peuvent passer inaperçus, mais qui pourtant nous font tellement du bien dans un parcours PMA pour se changer les idées, pour voir autre chose. Et puis aussi, avant de débuter ma 4e tentative, je fais partie d'un groupe PMA sur Facebook et j'avais vu pas mal de filles qui pratiquaient le yoga. Puis à force de lire plusieurs messages, articles sur le yoga, j'ai décidé de m'y mettre. Alors pas dans un souci forcément pour ma fertilité, mais dans un souci aussi de me retrouver, de me sentir bien et de mieux appréhender la 4e tentative. Je me suis donc mise au yoga et c'est vrai que ça a été des moments pour moi qui m'ont permis de m'apaiser parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la respiration. Et pour le coup, ça a été la tentative que j'ai le mieux vécue. Parce que durant toute la stimulation, j'ai continué effectivement à faire du yoga, même jusqu'au moment de partir à ma ponction dans mon lit à l'hôpital. Je pratiquais quelques positions parce que le stress commençait un peu à me venir en allant pour partir au bloc. Et du coup, ça m'a fait énormément du bien. Alors chacune, moi je dirais, trouvera le moyen de se détendre, mais si j'ai bien un conseil à donner à chacune qui écoute mon message, c'est de prendre le temps pour vous, de trouver ce petit truc qui peut vous faire du bien, parce qu'il sera différent de chacune, parce que nos parcours sont différents, on est toutes différentes, mais c'est tellement important de trouver des petits trucs qui nous font du bien, et surtout de penser à soi. Il y a du monde autour de nous, il y a nos familles, nos amis, mais surtout en parcours PMA, pensez à vous, pour trouver tous ces petits trucs qui vous feront du bien, pour aider au mieux à le vivre. Salut, moi c'est Hop, j'ai 27 ans
et je suis en essai bébé avec mon chéri. Du coup, il y a 2 ans, on m'a découvert une endométriose et c'est vrai que j'ai eu vraiment très peur de ne pas avoir d'enfant. Donc j'ai arrêté ma contraception et on s'est lancé dans cet essai bébé. Donc ça fait quasi 2 ans qu'on est en essai naturel. On commence tout doucement à penser à la PMA. Donc voilà, il y a des mois plus difficiles que d'autres à gérer et les mois comme ça, je prends du temps pour moi, je fais de la méditation, des séances de yoga, je fais des massages, j'essaye de me retrouver aussi avec des copines, prendre du temps vraiment pour moi. Et c'est vrai que j'ai compris aussi que l'essentiel, c'est aussi de prendre du temps en couple, de prendre du temps pour l'autre, de s'écouter, d'essayer d'avancer ensemble et de faire que ces mois plus compliqués soient plus faciles à vivre à deux avec son compagnon et de faire que ce projet bébé finisse par aboutir. Alors, je suis Lise, j'ai 26 ans, je suis en parcours avec mon conjoint Benoît et donc on est en PMA puisqu'on a découvert une infertilité chez mon conjoint qui en fait a très peu de spermatozoïdes en réserve. Donc il a eu une opération pour qu'on puisse congeler le nécessaire et puis on a déjà fait une ponction d'ovocytes, on a obtenu 2 embryons qui se sont pas accrochés et donc là on fait en ce moment la 2e tentative de ponction. Et donc du coup les petites astuces pour passer les étapes difficiles, globalement comme je vous disais en commentaire, c'est le soutien de mon conjoint avec toutes les petites attentions qu'il fait, les petits mots, les massages quand je lui demande, les services et puis surtout de pouvoir se livrer à lui et parler sans tabou et sans barrière. Et puis sinon, ce que je préfère dans mes astuces, c'est que pour Noël ou pour mes anniversaires, je demande à mes proches de m'offrir des séances de massage. Voilà, même pas des massages de soins type shiatsu ou autre, vraiment du massage pur et dur qui fait énormément de bien. J'avais eu en décembre un massage d'1 heure et demie. C'était vraiment un grand bonheur parce que je trouve que le corps est très malmené pendant les traitements et que ce soit par le toucher médical qui est pas agréable, même s'il est bien fait, les écopes pelviennes, ça reste des écopes pelviennes. Donc du coup que quelqu'un touche notre corps, vraiment juste dans l'optique de nous procurer du bien-être, c'est précieux comme moment. Donc voilà ma petite astuce. Et puis sinon, bien entendu, je fais yoga et méditation comme quasiment tout le monde en PMA, j'ai l'impression. Voilà. Et puis cette année, mon centre de PMA propose de l'acupuncture avec les sages-femmes de la maternité. Donc c'est toujours un peu délicat de se rendre en maternité quand on est en PMA, mais bon, les séances d'acupuncture, ça vaut le coup. Je trouve, je suis très détendue après chaque séance. J'ai pas tellement d'avis en fait sur le résultat de l'acupuncture, mais j'en attends pas grand-chose d'autre que de la détente. Enfin, quand j'ai des échecs, j'appelle tout de suite la psychologue du centre de PMA. Et elle fait beaucoup de bien, elle écoute beaucoup, elle parle aussi, elle donne des idées, elle donne parfois son avis et j'aime beaucoup, je la trouve très 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 bien, elle m'aide beaucoup, voilà. Et mon conjoint aussi d'ailleurs va la voir de temps en temps quand il en a besoin. Enfin, sinon pour magnifier un peu le quotidien avec mon conjoint, on aime bien se faire des petits week-ends où on réserve une chambre d'hôtel ou un Airbnb juste pour casser le quotidien, même si c'est juste à côté de chez nous, parfois 30 minutes, 20 à 30 minutes de chez nous. Mais voilà, ça permet de s'évader un peu, d'aller ailleurs. Voilà. Bonjour, je suis Nelly, j'ai 31 ans. Je suis l'heureuse maman de Ezra qui a 5 ans et de Asher qui a 10 mois. Mes 2 petits trésors que j'ai eus avec mon mari Florian suite à des FIV ICSI. Voilà, donc Ezra, il y a eu 3 FIV ICSI. Et puis surtout pas mal de transferts. Il est arrivé pour l'anniversaire de l'arrêt de mes 4 ans de pilule. Asher, ça a été un petit peu plus simple parce qu'il s'est installé moins d'1 an après qu'on ait repris les essais, alors par FIV aussi, hein.
là où il y aura eu des transferts d'embryons et une FIV-ICSI. Ma petite astuce pour surmonter les échecs, et il y en a eu, c'est d'être bien entouré. Alors pas trop, parce que on en a fait les frais. Au début, on l'avait un petit peu dit à tout le monde, et en fait, quand c'est pas bon, et puis qu'on a 15 appels dans la soirée pour nous demander si c'est bon ou pas, et qu'on est obligé de rabâcher que bah non, ça a pas marché, c'était finalement plus dur qu'autre chose. Du coup, pour les suivantes, on a décidé d'en parler à un cercle plus restreint, et puis on s'est fait épauler par ces merveilleuses personnes. Voilà, j'avais pour petit rituel d'ouvrir mes résultats en fin de journée avec une amie, avec quelqu'un de proche qui était dans la confidence. Je voulais pas que Florian soit là parce que je voulais pouvoir lui annoncer, moi, j'avais pas envie, si c'était bon, qu'il le voit sur un bout de papier. Je voulais pouvoir lui dire, parce que déjà que tout ce côté médical nous enlève beaucoup de spontanéité. J'avais envie de pouvoir, moi, lui annoncer enfin une bonne nouvelle. Donc du coup, on regardait pas les résultats ensemble, je faisais avec une copine. Et puis ça permettait d'avoir quelqu'un sur qui relâcher un petit peu quand c'était pas bon. Et puis on faisait ce qu'on appelle un petit peu des soirées boulimie, où on mangeait, buvait un petit peu, avec modération toujours. Et puis voilà, on se lâchait, on pleurait, c'était le moment un peu plaisir. Voilà, on faisait tout ce qui pouvait me faire plaisir en fait. Et pour oublier un petit peu la mauvaise nouvelle de la journée. Et puis surtout, on réfléchissait à l'avenir et comment on allait faire, comment on allait vivre les prochaines fois, si on recommençait, si on faisait une pause. Et c'était vraiment un moment privilégié. Donc ça reste finalement des bons moments dans les mauvais. Et voilà, si j'avais vraiment un conseil, c'est de bien s'entourer et d'avoir des amis sur qui compter surtout. Voilà, la clé c'est l'amitié et l'amour. Salut, alors moi c'est Julie, j'ai 36 ans, j'ai commencé mon parcours PMA en 2014, en essai depuis 2013, donc aujourd'hui je suis actuellement enceinte, il y a pas loin des 30 semaines, grâce à un non-ovocyte qu'on a fait en République tchèque. Voilà, je suis mariée et on vit actuellement dans l'Aveyron, voilà, on s'est mis au vert, voilà. Donc voilà, moi ma stratégie pour aller de l'avant, pour pas penser à autre chose parce que c'est très difficile, mais en tout cas c'était de créer. J'avais besoin de créer. Donc c'était tout ce qui était couture, tout ce qui était un petit peu voilà loisir créatif, mais surtout la couture. Je m'y suis mise parce qu'en plus j'y connaissais rien et donc c'est vrai que du coup quand on a un peu de patience et que qu'on a du temps parce que mine de rien c'est vrai que quand on n'a pas d'enfant on a quand même du temps. Ça m'a permis de m'améliorer beaucoup, d'apprendre à faire beaucoup de choses et voilà et ça m'a permis de réaliser des choses que je n'arrivais pas à faire dans mon projet d'avoir un enfant, j'arrivais pas à réaliser et donc là ça me permettait voilà de concrétiser, d'accoucher quelque part de mes créations, voilà ce que j'étais incapable de faire biologiquement quoi. Donc voilà, il y a eu ça et puis après on a voyagé même si c'était pas forcément des gros voyages mais on est parti un petit peu en Europe faire comme on appelle des middle week 3-4 jours, on a visité des pays voilà, on a fait des tas de choses comme ça qui nous ont aussi aidé à aller de l'avant puis faire des projets quand on est en région parisienne. On est venu ici dans l'Aveyron donc c'était aussi un gros projet. Voilà, c'était ce qui a pour moi été le plus important pour vraiment réussir à supporter les longueurs de ce parcours. Et puis aussi, faut savoir s'écouter. Il faut savoir faire des pauses quand il faut faire des pauses et parce qu'au début on a envie que ça aille vite, on a envie d'enchaîner. Puis au bout d'un moment on n'en peut plus, qu'on est fatigué et voilà, faut savoir s'écouter. J'ai misé sur la création, sur la créativité et ça a été mon truc. Donc j'espère que ça aidera certaines d'entre vous et vous pouvez me retrouver pour des questions ou autres sur Insta, je suis Julie Lee 7712. Voilà, bonne journée.
Bonjour, je m'appelle Agathe, j'ai 34 ans, je vis avec Benoît qui en a 42. Nous sommes en essai bébé depuis 2 ans et demi, dont 1 an en parcours PMA. Monsieur présente une asténospermie, il produit beaucoup de spermatozoïdes, mais seulement 20% d'entre eux sont mobiles, ce qui nous oblige à nous diriger vers des FIV XI. Et moi, je présente une réserve ovarienne faible. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons connu 2 protocoles FIV. Donc un premier protocole qui nous a donné un embryon, une grossesse, mais qui s'est malheureusement terminée par un œuf clair. Donc suite à cette fausse couche, nous avons connu le confinement et nous n'avons pas fait plus attention que ça à notre détresse psychologique. Donc suite au déconfinement, nous avons voulu entamer très vite un deuxième protocole qui nous a lui aussi donné un embryon, mais il n'y a pas eu de grossesse suite au transfert. Donc nous sommes tombés de très haut et nous avons sollicité tout de suite chacun de notre côté un suivi psychologique, moi auprès de la psychologue de notre centre PMA et monsieur auprès d'une psychologue indépendante. Donc à côté de ça, nous discutons aussi beaucoup au sein du couple de ce sujet, même si c'est difficile pour monsieur parfois d'aborder les choses. Et je peux compter sur le soutien de 2 copines encourageantes, même si parfois leurs conseils ou leurs remarques peuvent tomber à côté. Je sais qu'elles sont toujours bienveillantes, même si elles ne comprennent pas toujours ce que je leur raconte, et que je peux parler avec elles sans tabou de tous ces sujets. Donc nous essayons aussi beaucoup de nous occuper l'esprit et les mains, donc à travers les travaux de notre maison, mais également nous plantons beaucoup dans le jardin des plantes et des arbres, avec toute la symbolique de vie qu'il y a derrière. Moi, je m'oriente beaucoup vers la lecture de livres feel good. J'aime bien me réfugier dans ça, ça me fait beaucoup de bien. Et je me suis mise au tricot, ce qui me permet d'avoir le sentiment de vraiment accomplir quelque chose. Donc cet été, nous avons également décidé d'adopter un chaton, ce qui nous a donné vraiment un nouveau projet commun et qui nous apporte de réels changements au sein de notre quotidien. Et je vais entamer des séances d'hypnose. J'en avais déjà fait avant d'engager le premier protocole et cela m'avait permis de faire le point sur moi-même. Donc j'ai décidé à l'heure actuelle de continuer des séances d'hypnose et j'ai également sollicité un rendez-vous avec mon ostéopathe. Je conseille également à tous et à toutes d'expérimenter la microkiné, qui est une discipline qui est pratiquée par certains kinésithérapeutes spécialisés et qui permet de débloquer des blocages non pas psychologiques, mais des blocages que le corps aurait pu accumuler durant toute la vie. Donc je pense que si vous contactez des microkinés, ils sauront mieux vous expliquer tous ces processus mieux que moi. Mais je conseille à tous et à toutes cette discipline parce que ça peut vraiment aider, je pense, au sein de parcours PMA. Voilà, donc j'espère que ces petites idées pourront en aider certains et certaines. Je souhaite à tous de très bons protocoles et de très beaux résultats. Coucou Anne-Fleur. Alors pour répondre à ta question sur les astuces pour mieux vivre les étapes du parcours PMA, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la méditation. Ça a été vraiment salvateur. J'ai commencé avec l'application Petit Bambou, qui a un programme dédié au désir de parentalité. Ça a été une première approche et ça a été pour moi le début pour me mettre vraiment à la méditation en fait. Après, avec le temps, le programme de Petit Bambou ne répondait pas forcément à mes besoins pendant le parcours PMA, mais ça m'a permis de mettre un pied dans la méditation et c'est évidemment sans regret étant donné tout ce que ça m'a apporté dans mon quotidien au-delà du parcours PMA. Après la suite, tu la connais évidemment, avec ma marque que j'ai montée, Mon Arbre pour la Vie, j'ai décidé de créer un accompagnement méditatif dédié au parcours PMA et qui réponde vraiment à ce qu'on vit pendant ce parcours, donc aux émotions qu'on peut ressentir, aux épreuves qu'on peut traverser. Voilà. Donc la méditation, pour moi, ça a été vraiment oui, salvateur. Ensuite, ce qui m'a aidée, c'est de beaucoup communiquer avec mon conjoint, de faire quelques rendez-vous psy avec lui pour que lui comme moi, on apprenne en fait à comprendre que les émotions de l'un et de l'autre sont tout autant légitimes. Même si on vit le parcours différemment, même si on est plus ou moins introverti avec ses émotions et ses sentiments, même si évidemment on est différent, mais voilà,
énormément communiqué. Je crois que c'est ce qui fait passer beaucoup d'épreuves difficiles. Et puis enfin, une dernière chose, s'il faut choisir, je dirais que c'est de profiter de la vie, de faire de chaque petit moment une fête en couple. Et de se dire que en fait, pour l'instant, il n'y a pas cette petite troisième vie qu'on attend, mais on est deux. Et en fait, c'est à nous de faire de notre vie une ode à la joie. Donc voilà, fêter des petits riens du quotidien. Ça, pareil, j'en ai parlé dans ton épisode, mais par exemple, il me semble, nous, on fêtait l'arrivée des règles. On fêtait l'ovulation quand on savait exactement quand elle avait lieu. Donc on parlait de la fête des ovules, on allait au restaurant. Donc là c'est des fêtes liées au parcours PMA, mais après voilà, on fêtait les petits riens de la vie, on partait en week-end, on prenait des verres, on se faisait des bons repas, et ça, voilà, ça aide, parce que avant d'accueillir cette vie, on est deux. Et il faut pas s'oublier, ça c'est hyper important. Faut pas s'oublier, si on s'oublie, il y aura pas de troisième vie dans tous les cas. Voilà. J'ai un petit peu dépassé le timing, désolée. J'espère que ces astuces aideront. Et la suite des astuces que je peux te partager et que tu connais, c'est évidemment ce que je crée sous mon arbre pour la vie, très lié à la spiritualité, à la symbolique, à la poésie, pour faire en sorte que ce parcours soit un peu plus doux. Donc il y a toute la symbolique de l'arbre de vie, il y a les méditations, il y a les cartes étapes, et il y a bientôt un guide qui va sortir que je finalise de rédiger et qui sera lancé en campagne de financement sur Ulule. Donc je profite de cet enregistrement pour l'annoncer. Voilà, c'est le guide qui s'appellera Vivre plus sereinement, les étapes clés d'un parcours PMA. Voilà. J'envoie toute mon énergie à toutes celles qui écoutent et qui en ont besoin pour traverser ces épreuves de la PMA. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Kat, j'ai 41 ans. Je suis en couple depuis 20 ans avec mon conjoint. On a la chance d'avoir un grand garçon maintenant qui va avoir 12 ans. Et ça fait 8 ans qu'on essaye d'en avoir un deuxième. Donc on est dans le cas d'une infertilité secondaire. Pour résumer notre parcours, au bout de quelques années d'essais infructueux, on est passé par la PMA. On a fait 2 FIV qui malheureusement n'ont pas abouti. Suite à ça, on a décidé de faire une pause, qu'on pensait même peut-être définitive, déjà à ce moment-là, parce qu'on se retrouvait pas trop dans la FIV, c'était épuisant, puis ça avait pas marché tout simplement. Et quelques mois après, je suis retombée enceinte une première fois, j'ai fait une fausse couche à 5 semaines. 1 an après, je suis encore retombée enceinte, toujours naturellement. Là, j'ai fait une fausse couche à 4 semaines également. Et quelques mois plus tard, je suis à nouveau retombée enceinte, toujours naturellement. Et là, j'ai fait un arrêt en fait de la grossesse à 17 semaines d'aménorrhée. Donc là, ça a été particulièrement difficile à vivre. Et ce qui m'a aidée tout au long de ce parcours éprouvant, d'abord, c'est la communication avec mon conjoint. On a toujours beaucoup parlé dans notre couple et on a beaucoup appris aussi à se parler au fil des années. À s'écouter, à entendre les émotions de l'autre, sans pour autant toujours les comprendre et en constatant aussi que face à un même événement, on le vivait pas forcément de la même manière et c'était pas grave. Mais on a appris à s'exprimer, à lâcher et à se soutenir, surtout dans tout ça. Ce qui sûrement nous a rendus encore plus forts aujourd'hui, ça j'en suis persuadée. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de me faire accompagner psychologiquement. Alors moi, j'ai jamais eu de tabou pour aller voir un psy dans ma vie de manière générale. Quand j'ai appris qu'on était en infertilité secondaire, j'ai trouvé ça très logique de me faire accompagner sur ce parcours-là parce que c'était un choc et c'était difficile à accepter. Ça l'est toujours un petit peu d'ailleurs. Et puis quand j'ai eu mes fausses couches aussi, ça m'a paru une évidence que je pouvais pas rester toute seule à me battre face à ça, que j'avais besoin d'aide. Ça m'a beaucoup aidée, j'ai beaucoup pleuré, ça m'a fait du bien.
Ça m'a permis de prendre de la distance aussi, de regarder les choses avec une autre paire de lunettes, avec une autre perspective. Et petit à petit, de faire mon deuil, en tout cas pour les fausses couches et aussi pour cette histoire d'infertilité, de trouver mon équilibre entre ce désir d'enfant que je pourrais jamais lâcher, mais aussi ma vie qui devait continuer et dans laquelle je devais me sentir bien. Ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est d'être indulgente avec moi-même. Ça aussi, je l'ai appris au fil des années. De par exemple apprendre à ne pas culpabiliser quand je me sentais jalouse ou envieuse face à une annonce de grossesse ou une femme enceinte croisée dans la rue. Au début, j'avais du mal, je me sentais pas bien de ressentir ça. Pas chouette, pas belle. et en fait, c'était normal et j'avais tout à fait le droit de le ressentir. J'ai appris à l'exprimer aussi autour de moi, pas forcément en choisissant, bien sûr, les gens à qui je l'exprimais, en choisissant des gens qui allaient être indulgents aussi là-dessus et compréhensifs. J'ai aussi appris à dire à mes amis, à mes proches qui me soutenaient dans ce parcours, comment ils pouvaient me soutenir. Parce qu'on est toutes face à des propos un peu maladroits parfois, mais qui partent d'une bonne intention. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec une amie, je crois après une de mes fausses couches. C'est une amie qui a toujours été très positive avec moi, qui m'a toujours encouragée, qui avait toujours ce discours, mais si ça va venir, ça va, je sens que ça va arriver, ton corps le réclame, ton corps se manifeste. Voilà, elle avait beaucoup de propos comme ça. Et à chaque fois, elle avait, oui, mais moi je connais l'amie d'une amie qui, après tant d'années, voilà, c'est arrivé. Et en fait, un jour, je lui ai dit, tu sais, en fait, j'ai pas envie d'entendre ces histoires-là. J'ai pas envie d'entendre ces histoires-là parce qu'en fait, elles me renvoient juste que chez moi, ça marche pas. Là, limite, j'ai plus envie d'entendre des histoires qui ressemblent à la mienne, parce que je me reconnais et parce que ça me fait du bien de pas me sentir toute seule, justement, de savoir que je suis pas la seule à galérer, qu'on est beaucoup, pour plein de raisons différentes. Voilà, c'est de ça dont j'ai besoin en ce moment. Et elle l'a entendu, et elle l'a compris, et ça m'a fait du bien de lui dire. Donc c'est important aussi, je pense, de dire les choses, d'oser le faire. Alors je sais que tout le monde n'est pas toujours en mesure de l'entendre. Moi j'ai eu la chance d'avoir une amie qui l'a bien entendu. Mais je pense que c'est à nous aussi qui sommes dans ces parcours-là de le dire, tout simplement. Parler. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Géraldine, 36 ans, en couple avec Paul depuis 7 ans, donc Paul 34 ans. La raison de notre entrée en PMA, une réserve ovarienne très très faible pour mon âge. Voilà, donc brièvement, on a fait une première FIV qui n'a rien donné, une deuxième FIV transformée en insémination, une troisième FIV transformée en insémination, la prochaine étape, le don d'ovocytes. Voilà, donc déjà j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément d'astuces à donner à quelqu'un, mais chacun fait comme il peut avec ses propres moyens et ses propres limites. Donc pour moi, ce qui m'a aidé à trouver des astuces et qui en est déjà une en elle-même, c'est l'acceptation. Voilà, de dire ou je suis une victime ou non, c'est comme ça sert à rien de chercher pourquoi, comment et d'être actrice de mon parcours. Voilà, j'accepte. Et donc c'est aussi mon vécu qui m'a imposé cette façon d'être, de faire et de penser ce parcours. Donc je pense aussi que mes astuces, elles évoluent en même temps que moi et que le parcours. C'est pas toujours rose et je le prends pas toujours bien non plus. Voilà. Donc la première chose pour moi, comme on m'expliquait rien et que je trouvais que les médecins étaient pas forcément sympas ou très clairs, la première chose a été de poser des questions, de poser plein de questions, de me renseigner, de savoir où j'allais, de savoir ce qui se passait, de comprendre un petit peu pourquoi du comment. Déjà, ça aide, je trouve, à surmonter certaines étapes. Voilà. Et ensuite, dès qu'il y a des moments durs, des moments difficiles, des moments on a l'impression qu'on va pas gérer, je m'autorise à vivre mes émotions. Voilà, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, c'est-à-dire que si j'ai envie de pleurer, je pleure, je m'isole, si j'ai envie de crier, je crie. Parfois, j'ai tout écrit sur papier, ça avait pas forcément de cohérence, mais j'ai écrit plein de pages et puis je les ai jetées. Voilà, et ça a pu m'aider. Autre chose, ça a été d'entrer, de ne pas en faire un tabou. Voilà, ça va dans le même sens de je suis pas une victime, pourquoi moi, je vais pas me cacher, voilà, c'est pas un tabou.
Donc je l'étale pas, mais si on me pose la question justement, vous avez des enfants, pourquoi? Et ce qui arrive souvent dans mon travail, je suis auxiliaire de vie à domicile, voilà. Donc les personnes âgées, souvent, est-ce que vous avez des enfants? Pourquoi? À votre âge? Ben voilà, j'en fais pas un tabou, je réponds. Ben voilà, j'aimerais bien, je peux pas en avoir. Et finalement, le fait de pas en faire un tabou, ça ouvre la discussion. Ça met pas forcément les gens mal à l'aise et puis on se rend compte qu'en parler, bah ça fait du bien. Donc en parler, ça peut amener justement à être une autre astuce. En parler à un psy, en parler à un ami, à de la famille, voilà. Alors c'est sûr qu'on peut pas en parler avec n'importe qui, mais en parler, ça peut faire du bien. Et puis une dernière astuce qui marche pour moi, qui reste du domaine de l'acceptation, mais alors pas forcément du parcours, mais l'acceptation de soi-même, de comment on est, de ce qu'on est, c'est d'accepter ses propres limites. Voilà, de pas s'imposer des choses qui nous conviennent pas et donc de pas écouter forcément les conseils de tout le monde, c'est-à-dire de la famille, des amis, des médecins, même si tout le monde pense être bienveillant, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément des bons conseils, ça ne correspond pas à nous, donc voilà, c'est ce qui correspond à quelqu'un d'autre va pas forcément nous correspondre à nous. Accepter le parcours, s'accepter soi, c'est trouver des astuces par ses propres moyens, avec ses propres limites. Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 39 ans et je suis mariée avec Johan qui lui en a 40. On est jeunes parents depuis janvier de cette année. Mais avant ça, on est passé par de nombreuses années d'essais naturels, de PMA qui a abouti à rien puisque on est rentré infertile, on est ressorti stérile et on a terminé par l'adoption. Ça fait un total de 14 ans. Avec le recul, c'est vrai que moi là, plus le temps il avance et plus ça devient flou. Mais l'impression que je garde de toutes ces années, c'est en dehors des périodes où vraiment ça n'allait pas, parce qu'il y a forcément des périodes où on est un peu au fond. Et justement, pour en ressortir, ce que nous, on a fait, c'est que je crois qu'on a continué à vivre comme des ados, à faire vraiment ce qu'on avait envie. C'est-à-dire que on va pas se prendre la tête, on va aller jouer à un jeu vidéo, on va collectionner les Lego, on va faire des trucs vraiment d'ados, quoi. Et c'est ça, on s'est pas autorisé à vieillir. Et du coup maintenant on se prend une sacrée claque, je pense, c'est le retour de bâton. Mais c'est cette impression, j'ai vraiment une impression globale d'insouciance entre guillemets, parce que justement c'est ce qui nous permettait d'oublier entre guillemets aussi, ou en tout cas de faire passer la pilule et de vivre mieux, ou en tout cas sans trop de conséquences négatives toutes ces périodes. Il y a un autre truc aussi, c'est que nous, on n'a jamais eu de difficulté à en parler. On n'a jamais eu de tabou vis-à-vis de ça, on en a toujours parlé à nos amis, à notre famille. C'était vraiment important qu'on puisse en discuter, même si on n'avait pas forcément les retours espérés, parce que forcément il y a souvent des maladresses ou des petites phrases qui sont dites sans mal, mais qui avec le recul font un petit peu de peine. Mais ça a été vraiment de parler, ouvrir le dialogue vraiment, discuter, et même justement autour d'un verre et dans un contexte qui n'est pas sérieux. On n'en a jamais fait un drame absolu, on va dire. C'était important pour nous de pas en faire un drame absolu. C'était comme ça, c'était la vie, c'était long, il y a eu des échecs, il y a eu des périodes plus compliquées, mais c'était comme ça. J'en ai aussi beaucoup parlé, moi, sur les réseaux. J'avais un blog à l'époque, mais il y avait aussi une autre chose qui a été importante pour moi, c'était de pas me définir par ça.
C'est-à-dire que je n'ai jamais eu un pseudo en rapport avec mon parcours pour avoir un enfant et je ne me suis jamais définie par mon parcours pour avoir un enfant. C'était pas thématique. Moi, quand je parlais sur les réseaux, je parlais multithématique. Je pouvais parler de ma collection de plantes et puis le lendemain faire un bilan sur mon dernier échec et dire à quel point ça n'allait pas ou que ça allait ou que, enfin voilà. Ça a été vraiment important de pouvoir en parler sans en faire vraiment le centre de notre vie, même si au fond c'est quand même un petit peu le centre de notre vie. On met un petit peu plein de choses entre parenthèses quand on a un si long parcours de désir d'enfant, mais c'est capital, je pense, de savoir qui on est et de se retrouver et de faire des choses beaucoup plus légères à côté pour justement mieux supporter l'insupportable. Voilà. Merci de m'avoir donné la parole et puis peut-être à bientôt. Bonjour Anne-Fleur et bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi c'est Flavie, toulousaine, 32 ans et en essai bébé déjà depuis presque 6 ans. Alors la question du jour, c'est de savoir comment on fait pour justement patienter pendant ce long parcours de PMA. J'en connais quelque chose vu que voilà, j'en suis à ma 4e FIV en tout, soit le 11e transfert bientôt. Donc c'est vrai que forcément sur les différentes années où voilà, il y a cette longue attente de chaque protocole, même pendant le protocole, les 2 semaines par exemple d'attente, enfin on sait que voilà, c'est compliqué et moi je suis d'une nature assez impatiente. Donc du coup obligée de mettre des petites choses en place. Donc nous, la chose principale avec mon mari, ça a été les voyages. En fait vraiment, nous ça a été d'avoir des projets autres que bébé. C'est vrai, on est vraiment fixé sur cette envie de maternité et du coup je pense que d'avoir d'autres projets dans la vie fait que notre cerveau va l'oublier un petit peu quelque temps. Donc nous on a énormément voyagé, voilà, on adore par exemple partir en van pendant des vacances. Notre plus beau voyage a été en Écosse pendant 10 jours, mais c'est un voyage que je vous recommande énormément, ça nous a fait un bien fou. Donc voilà, donc beaucoup de voyages parce que après quand on aura bébé, ça va être plus compliqué, que ce soit financièrement ou même le temps tout simplement de voyager avec un tout petit. Donc ça, on a fait construire une maison aussi, donc ça je peux vous dire que là pendant 1 an et demi ça a été le gros projet qui nous a bien changé les idées entre voilà les différents rendez-vous à la banque, faire les plans, voir le constructeur, la déco et tout ça, c'est vrai que ça occupe bien. Et puis le dernier truc foufou, parce qu'à un moment donné où justement on avait voyagé, puis on a eu la maison, puis finalement avec la maison on n'a plus trop de sous pour voyager, donc là c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et du coup en fait suite à un de nos voyages, on avait fait un petit tour de ville à Porto, du coup au Portugal, en sidecar. Voilà, on avait trouvé un guide en sidecar et on avait kiffé mais à fond. Et mon mari au retour m'avait dit écoute, si tu passes le permis moto, je te paye un sidecar. Et du coup Flavie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de passer son permis moto. Voilà, alors ça m'a pris pas mal de temps. Je pense que ça m'a pris 6 mois. J'ai vraiment galéré, mais en tout cas voilà, ça m'a permis de m'évader. Donc maintenant je me retrouve avec un sidecar en pièces détachées à retaper dans le sous-sol, sachant que voilà, pour l'instant on ne s'y est pas mis, mais bon, j'ai au moins mon permis moto et voilà, et ça m'a changé les idées pendant quelques temps. Donc voilà, ce que j'ai à vous dire, c'est essayer de faire d'autres projets, essayer vraiment d'avoir d'autres idées, parce que bébé arrivera quand il aura décidé, malheureusement. Et que en attendant, faut pas arrêter de vivre. Donc faites les choses que vous vous dites que vous ne pourrez pas faire par la suite, quoi, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Lydia, Lycily sur Instagram. J'ai 27 ans, mon mari 28 ans, et ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on essaie d'avoir notre premier enfant. On a commencé la PMA qu'il y a seulement quelques mois, après 6 stimulations simples qui n'ont rien donné. Comme on dit souvent, c'est un parcours digne des montagnes russes, que ce soit physiquement, émotionnellement, psychologiquement et spirituellement. Il y a eu un moment où on s'est senti submergé par les doutes, l'incertitude. On avait focalisé notre avenir autour de cet enfant qui ne venait pas. On avait fini par s'oublier comme couple, comme individu. Alors on a décidé de se concentrer sur un projet commun.
Mon mari étant boulanger, on a décidé de créer notre propre boulangerie. Elle n'est qu'en stade de projet, certes, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça nous occupe bien. Mon mari consacre son temps libre en faisant des tas de viennoiseries, de pâtisseries, des pains en tout genre. Il avait besoin de concret, c'est ce qui lui est nécessaire pour supporter l'attente. Quant à moi, j'ai eu besoin de me réapproprier mon corps. Alors c'est tout naturellement que je me suis mise à la méditation et au yoga. Aujourd'hui, pour nous, le plus dur dans tout cela est de trouver un équilibre entre se projeter vers l'avenir et être dans une attente qui semble sans fin. D'espérer, croire, se battre, tout donner pour y arriver. Je n'ai pas de conseil miracle. Néanmoins, je suis convaincue, très sincèrement, que cette attente peut être propice à des événements extraordinaires dans nos vies. Il suffit de nous faire confiance à soi-même, à son couple, mais surtout prendre le temps d'écouter nos émotions, les accueillir, et une fois cela fait, se relever et se battre. Alors moi c'est Aurélie, je suis en couple avec Jérémy depuis 18 ans. Nous, ce qui nous a aidé pour notre parcours, c'était à chaque début de cycle de transfert, de prévoir une activité à faire en cas d'échec qu'on n'aurait pas pu faire si j'avais été enceinte. Par exemple, faire une course à pied, aller à Disney, faire des attractions, aller visiter un vignoble pour faire une dégustation de vin. Enfin, se prévoir un petit moment tous les deux qui sortent un peu de l'ordinaire pour penser à autre chose et puis se retrouver tous les deux. Pour ce qui est de faire face à l'attente, là j'ai pas trop de solutions, j'avoue c'était assez une torture psychologique à chaque fois entre le transfert et l'attente des résultats. Donc là j'ai pas grand chose à conseiller malheureusement. Et je souhaite d'ailleurs bon courage à toutes celles qui passent par là. Coucou Anne-Fleur, merci beaucoup déjà de nous laisser la parole. Alors petite présentation, donc je suis Clara de Mon Bébé PMA. J'ai 27 ans et je suis en parcours FIVIXI avec mon conjoint qui a 29 ans. Donc notre entrée en PMA s'est fait par rapport à une azoospermie due à une maladie génétique et moi de l'endométriose qui s'est découvert en cours de route. Alors quelles sont nos stratégies et astuces pour pouvoir passer les moments difficiles de la PMA ? Donc moi pour mon dernier parcours j'ai fait de la sophrologie qui m'a beaucoup aidée à gérer mes émotions pendant le parcours parce que c'est vrai que pendant le traitement on est un peu dans les montagnes russes et qu'on sait pas trop où aller. Et la sophrologie ça m'a permis de garder une ligne conductrice, de me concentrer que sur ce qu'il y avait de positif, d'évacuer toutes les petites choses négatives qui pouvaient s'ancrer en moi et me stresser. Et j'ai vraiment vu la différence par rapport à mes 3 autres protocoles où mes émotions guidaient toutes mes journées et que je n'arrivais absolument pas à les canaliser. Et du coup, c'est aussi le premier protocole où on a pensé à nous. On a fait ce qu'on voulait, quand on voulait, on en a parlé à qui on voulait, on n'en a pas parlé à ceux à qui on voulait pas en parler. Et tout ça surtout sans culpabiliser, sans avoir besoin de se justifier. On a fait vraiment ce qu'on sentait être le mieux au moment où on voulait le faire. Et ça nous a donné une force incroyable parce qu'on avait vraiment l'impression de prendre le taureau par les cornes et pour la première fois, c'est un protocole où j'avais l'impression d'être vraiment actrice de mon protocole et de ne pas le subir. Et donc notre dernière astuce qu'on a vraiment tous les deux, c'est notre rituel d'aller marcher. Tous les deux, ensemble, pratiquement tous les soirs. Qu'on parle de PMA ou non, on peut se projeter de le jour où on aura un enfant, ou bien alors on peut exprimer l'inquiétude que ça ne marche jamais. C'est vraiment passe par tous les états. Mais c'est vraiment le moment où on décharge tout, que ce soit professionnel, au niveau de notre famille, de nos amis, de notre ressenti, de la PMA, de tout en fait. Des fois on va pas en parler du tout, des fois on va parler que de ça pendant une semaine, tous les soirs ça va être PMA et projet bébé. Et c'est vraiment que ça nous aide beaucoup à se décharger, à mettre des mots, à communiquer, on est que tous les deux. Ça nous permet aussi parfois de prendre du recul, de prendre des décisions. On a pris beaucoup de décisions pendant ces balades-là. Donc voilà, pour résumer, je pense qu'une aide extérieure, quand on est en confiance et qu'on en ressent le besoin, est vraiment la bienvenue. Penser à soi aussi, dans ce parcours, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans la vie de tous les jours.
et communiquer, rigoler, pleurer, s'énerver, tous les deux, ensemble, c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà pour moi. Je te remercie de nous donner la parole et j'ai hâte d'entendre les astuces des autres PMEttes et de les appliquer. Merci, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode collaboratif. Merci infiniment à toutes les PMEttes qui ont bien voulu participer. Merci pour vos astuces. Merci pour votre franchise et votre transparence. Je crois sincèrement que tout ensemble, on est beaucoup plus forte. Alors merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager tout ça. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir le projet, direction Apple Podcast, donnez 5 étoiles au podcast et mettez un petit commentaire. C'est le meilleur moyen d'aider le podcast et d'aider aussi finalement les autres ou futurs PMEttes qui pourraient être à la recherche d'un podcast comme celui-ci. Si vous souhaitez continuer la conversation, direction Instagram, vous retrouverez la vignette de l'épisode et vous pouvez venir en discuter en commentaire avec nous. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.